Mais c'est quoi la partie la plus chiante de ton travail aujourd'hui? Oh, mais vous êtes ouf! J'ai l'impression d'être vraiment dans un film d'action. Le piège à chaque fois, c'est de me dire putain, mais là, je n'ai rien à dire. Si t'avais pas fait ce métier, qu'est-ce que tu serais vu faire? Il vient me voir, il me dit ah, c'est facile, il faut jouer aux cartes toute la journée. Peut-être que tu seras amusé pendant ces 14 échecs. Il y avait pas une histoire de Viagra, non? Non, libido. Libido, ah non. T'étais quel type d'élève toi à l'école? Elle me dit ah, putain, vous serez venu ce matin, il y en avait 2 caisses. Ils nous écoutent plus du tout. Ils sont barrés les gars. Non, il se barre. Les gars, on voulait faire une pause ou pas? Non, ça va. C'est pas intéressant ce qu'on dit. Ça va. C'est bon, ça a pas coupé? Putain, arrête. Est-ce qu'on peut faire une dernière séquence rapide? Il est curieux ce choix de chemise de rideau, hein, finalement. C'est vrai que c'est les moyens du bord. Ah merde. Ok, génial. Ça fait un flair. Il me restera vraiment 5 minutes histoire de boucler. Je pose 3 questions en mode rapide et... Ah, il y a un mec qui vient de démarrer sa tondeuse là. La tondeuse là Non, ok. Ah, super. Ouais, c'est nature. Ok, Bon, on génial. peut gueuler hein, sinon c'est pas grave. Ça t'allume? Ah, attends. C'est rouge, hein. C'est bon? Je confirme. Après ce que j'ai. On est bon. Hein. Cool. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir chez toi. Bah merci Cool. les gars, merci de vous être déplacés. Non, mais non. Tu viens souvent sur Chinon, du coup? Est-ce que je viens souvent sur Chinon? Bah oui, ma mère habite à Chinon, donc je viens la voir. Ouais, j'essaie de venir tous les 2 mois au moins. Ok. Ah oui, ok. Donc, voilà, Parce qu'elle était à Beaumont-en-Véron avant. on connaît bien. Et voilà, mon père est mort il y a 5 ans, donc elle s'est mis à Chinon dans l'appart. Est-ce que toi, t'es pas originaire de Chinon au départ, en fait? T'es arrivé... C'est commencé là, hein? Ouais, bien sûr. Parce qu'on parle dans le micro, je sais pas. Ça fait 20 minutes, c'est commencé. Non, moi je suis arrivé à Chinon à 14 ans. Ok. Je suis arrivé à Beaumont-en-Véron à 14 ans. Donc, parce que j'ai grandi en Normandie, enfin tout le nord de la Haute-Normandie, quasiment la baie de Somme en fait. Ok. Et donc mon père a eu des soucis de boulot, il a trouvé un boulot en région chinonnaise, et donc on a déménagé quand j'avais 14 ans. Donc c'était à 14 ans, j'avais pas du tout envie de déménager moi. Ah, c'est l'âge, ouais, on a C'est pas là envie de où bouger, tu quoi. laisses tes potes et tout, et donc au début j'étais mais non, je veux pas aller à Chinon, je veux aucune envie d'aller à Chinon. Et surtout que c'était assez délicat parce que mon père on a déménagé là-bas. Ok. Et mon père a perdu son job au bout de 4 mois. Ah, donc genre, vous étiez allé pour ça et il n'y avait plus de raison d'y rester, en gros, quoi. Exactement. Donc, parce qu'il y a eu une fusion de la boîte et mon père a été embauché en directeur technique, mais comme il y a eu une autre fusion, ils ont pris le plus jeune des directeurs techniques et mon père s'est fait virer au bout de 4 mois, donc s'est retrouvé comme des gens qui habitent à Chinon sans raison. Mais très vite, je me suis fait à l'idée que j'étais heureux à Chinon quand même. Ok, la vie était cool, quoi. Ouais. Et Tu faisais du théâtre à Chinon, c'est ça? Je faisais du théâtre à Chinon, très tôt en Val-de-Vienne. Je ne sais pas si ça existe encore cette compagnie. Je crois que ça n'existe plus. Ok. C'est une compagnie qui a été menée par un monsieur qui s'appelle Bernard Breuil. Ok. Qu'on salue. Comment? On salue. Qu'on salue. Je crois qu'il est toujours à Chinon, on m'a dit. Ok. Ouais. Ah, vas-y, on va faire des recherches. Je sais pas trop ce qu'il est devenu, mais on m'a dit qu'il était toujours à Chinon. Et je raconte dans le livre un petit peu mon expérience de théâtre à Chinon, parce que c'était hyper particulier, parce que genre, je me souviens qu'il y a une des années, on était 2 gars, et il y avait 10 filles. Donc Bernard Breuil a dit « Bon, je vais essayer de trouver... » parce qu'il n'avait pas l'accent chinonnais. C'était vraiment un mec d'une gentillesse absolue, trop gentil, je pense, pour être metteur en scène de théâtre. Okay. Parce que metteur en scène de théâtre, il faut que tu puisses dire « Bon, allez, on y va, on répète, là, on y va. Non, c'est pas ça. Je veux pas que tu la fasses comme ça. » Et lui, il était là. Est-ce que tu voudrais bien... Non, je dérange pas. Donc il était vraiment... Okay. C'était une compagnie amateur et il était vraiment... Donc tous les gens venaient...
je sentais qu'il y a plein de gens qui venaient pour rencontrer des gens. Ok, Je savais pas si c'est parce qu'ils voulaient faire du théâtre, mais ça aurait été, ça devait correspondre à leurs horaires. Tu vois, ils étaient là, donc je dis, ah oui, il y a du théâtre, je vais aller faire du C'était théâtre. pas dans l'école, quoi, c'était en dehors, enfin, du lycée. Non, peut-être. en fait, on avait. Non, c'était pas à l'école. Non, c'était le mardi soir. Donc Ok. au début, on répétait beaucoup à la salle des fêtes d'Avoine. Ok. Euh, Et c'est toujours là qu'on a répété d'ailleurs. Et ensuite, on a joué à Chinon, à la mairie, au château de Chinon. Ah ouais, quand même. Ouais, bah attends. En fait, tu sais comment j'ai découvert que t'étais de Chinon? C'est par l'anecdote que t'as racontée dans la veillée. Ah ben oui, bien sûr. Et ça a l'air, je me suis dit, attends, il parle de Chinon. Et quand ça m'a fait Chinon, marrer c'est- avec l'histoire du coup du fameux gars t'en parles d'ailleurs dans ton livre aussi. Je raconte dans le livre, ouais, de ce gars qui s'est fait choper par la police des années plus tard, qui je crois est peut-être quelque part en prison en ce moment en Belgique. Enfin, je sais qu'il s'est fait choper. On le salue aussi du coup, mais Comment on le salue aussi. On le salue, Tu l'as comment il oublié. s'appelle Alan McGregor, là. Ah Enfin, oui, ouais. Alain Jolois, ouais. Et donc, je sais que c'est drôle parce que quand je suis allé à Chinon il y a 2 ans à peu près, et donc la vidéo, elle était sortie de la veillée. Et donc, j'emmène mes enfants au château de Chinon. Donc, je dis, allez, on va aller visiter le château de Chinon, on arrive. Et puis là, les gens à l'accueil me reconnaissent. Ils me disent, ils me disent, ah, mais on a vu que tu as parlé de l'histoire. Et donc, il y a un mec qui était là de l'époque. Ah ouais. Il y a encore un mec. Qui s'est fait arnaquer bah, du coup, qui Non, il s'est s'est pas avoir. fait arnaquer, mais c'est très drôle. Parce que quand ce gars, le supposé émissaire de Steven Spielberg, là, qui a mes couilles, qui était arrivé à Chinon en disant, ouais, non, mais là, je fais un repérage, je fais un film de Spielberg et tout, il était arrivé au château de Chinon. Et très vite, en fait, trop tard, mais les gens se sont rendus compte que c'était une arnaque, qu'il profitait des gens et tout machin. Mais donc, quand il est arrivé la première fois au château de Chinon, et qu'il s'est fait passer pour l'émissaire de Spielberg, donc tout le monde était un peu aux petits oignons pour lui, et lui, il était arrivé avec son sac, et donc il avait dit au mec de l'accueil du château de Chinon, est-ce que vous pouvez me garder mon sac pendant que je vais visiter le château? Et donc, le gars avait dit pas de problème et tout. Et donc, il y a un autre gars du château qui y est toujours aujourd'hui, à qui on avait dit, ouais, il y a le mec qui bosse avec Spielberg, là, faut garder, il y a son sac. Et l'autre, il avait vu le sac, et c'était un vieux sac de sport avec la fermeture éclair qui marchait plus. Il y avait du linge sale qui sortait. Ah ouais. Et le mec, il me dit, donc le mec, quand je le vois là, au château de Chinon, il me dit, et donc là, j'avais vu le sac. Je me suis dit, c'est le sac du gars qui bosse avec Spielberg, ça? Mais c'était à moitié un sac poubelle. Et c'était dit, mais c'est bizarre, le gars qui bosse avec Spielberg, c'est Ouais, il y avait quand même des soupçons, enfin il y avait des éléments. en fait, mais là, quand personne il me l'a voulait les voir, raconté, quoi. c'était marrant parce que je dis, ah oui, effectivement, t'as eu des indices très tôt, toi, sur le fait que c'était du pipeau. Un côté illusion collective, quoi. On veut y croire, quoi. Bah évidemment, tout le monde voulait y croire à cette histoire. Tout le monde a voulu y croire, hein, tout le monde y a cru. Toi, tu as toujours voulu faire ce métier-là. D'ailleurs, quand tu te présentes, tu dis quoi? Tu dis je suis artiste, interprète, tu dis quoi? Auteur? Je dis que je suis comédien. Comédien. J'ai toujours voulu. En fait, j'ai toujours été intéressé par le théâtre et par la comédie et la musique. Pour les vraies raisons, pas juste Pour les rencontrer vraies raisons. Ok. Et puis, c'est un mélange de. Donc, pourquoi je me suis retrouvé à faire ce métier? Parce que c'est un mélange de c'est ce que je voulais faire et surtout, je ne me voyais faire aucun autre métier. Enfin, je me voyais pas. C'est un peu. Comment dire? Je me voyais pas avoir un métier avec des horaires fixes. Ça, pour moi, c'était vraiment, j'étais là, je voyais pas comment j'arriverais à être heureux comme ça. Et j'ai réussi à faire ma place, en fait. Donc, j'ai toujours eu des activités un peu différentes. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que j'étais journaliste dans la presse musicale avant, mais ensuite, donc pendant ce temps-là, je faisais du théâtre de rue. Après, je fais du one-man. Je fais un peu de télé, de radio, de ciné, je fais mes livres. Ça pourrait même pas être que du stand-up. Ouais, c'est pas un milieu qui est linéaire où tu suis une trace. C'est le cas pour beaucoup de gens, mais Ah oui moi, oui, il y en a plein. Tu vois, il y a plein de gars qui font du stand-up, qui sont heureux de ne faire que du stand-up, qui veulent même pas faire de cinéma. Ok. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis heureux de faire du cinéma quand l'occasion m'est proposée, mais mon but n'est pas de faire que du cinéma. Mon but est de faire plein de trucs différents, de ne pas m'ennuyer en fait, et de pas de redondance, de pas toujours faire la même chose. Ouais. Et du coup, c'était une question que j'avais, mais tu as un peu répondu. C'était si tu n'avais pas fait ce métier, qu'est-ce que tu serais vu faire? Donc, en l'occurrence, pas. Alors, est-ce que tu crois savoir? Alors, c'est toujours facile de refaire le passé, mais. Oui, parce qu'on m'a déjà demandé. Je pense que. Alors, la restauration, mais bon, je pense que les horaires, ça m'aurait pas fait kiffer. Ouais. Mais
j'aime bien tout. Je suis toujours assez. Quand je rencontre un mec qui est antiquaire, j'aime bien lui dire vas-y raconte un peu tes trucs là. Raconte, c'est quand que t'as trouvé une caisse de pièces d'or. Enfin donc voilà, j'aime bien. Ok. Donc ça c'est un truc qui m'aurait plu peut-être. Antiquaire du coup. Chiner des trucs et les revendre, les Antiquaire, retaper. ouais. Bah, il aurait fallu que je passe le permis plus tôt parce que je l'ai eu il y a 2 ans le permis. Bravo. Et je n'ai conduit en tout que peut-être 30-40 km depuis que je l'ai. Ah merde. J'ai doublé un camion en tout de toute ma vie. Putain, Et j'ai dans le doublant, j'étais oh mais vous êtes ouf. Et j'ai l'impression d'être vraiment dans un film d'action. Et donc ouais non, j'ai peur en voiture et tout. Donc je pense que si j'avais pas fait ce métier, je pense que j'aurais passé le permis poids lourd, enfin tu vois, pour avoir une grosse, un une peu à la grosse Louis la camionnette. Brocante plutôt. Petite Louis camionnette. la Brocante, ouais, Thomas la Brocante. Tellement classe. Et ouais, ce genre-là. Ok. Je pense que ouais, j'aime bien. Mais je pense que ça vient de mon côté collectionneur. Ok. Et De vinyle en de particulier. disques, ouais, puis un peu accumuleur de plein de trucs, mais de disques à la base, Ok. ouais, je suis un peu. Et donc du coup, j'aime bien aller. J'aime bien chiner, Ouais. j'aime bien chiner. J'ai un peu la flemme de chiner longtemps, Ok. mais Ouais, tu fais partie des gens qui se lèvent tôt à 6h du mat pour faire les brocantes. non. Non, je suis le mec. L'an dernier, je suis arrivé à une brocante. Mon beau-père était là, il me dit ouais, on va aller voir il y a une brocante parce que lui il adore les brocantes et tout. Et donc il me dit ah, ouais, là-bas. Et il m'emmène dans une brocante à 20 bornes d'ici, vraiment un truc, un dimanche après-midi, mais il y a rien quoi. Tu vois, c'est la loose et tout. Toute petite brocante de rien. Et puis là, j'arrive sur un stand où j'adore la musique brésilienne, et je vois quelques vinyles de musique brésilienne, mais elle me dit, ouais, on les fait à 1 euro, mais il y en avait que ça. Et je dis, putain, mais c'est des trucs, c'est des éditions brésiliennes et tout, enfin, tu vois, j'étais du George Ben. Elle me dit, attends, vous serez venu ce matin, il y en avait 2 caisses. Je dis, ah, putain, Ouais, comme quoi, et donc je me dis, voilà, j'aurais été si t'es antiquaire, faut pas être couche-tard, ouais, lève faut tard, pas être je pense. antiquaire de fin de journée, quoi. Ouais. Faut pas être Enfin, ça antiquaire fin de journée. peut marcher, ouais. Ouais. T'étais quel type d'élève toi à l'école? Enfin, du coup, tu parlais des horaires et du fait que t'aimes pas bien les horaires à l'école. Du coup, c'est chaud de dealer avec. Est-ce que, enfin, c'était plutôt plaisant quand même ou- Moi, l'école, j'aimais bien les potes et tout. Enfin, j'aimais bien avoir les potes, mais j'ai vraiment pas aimé l'école. J'ai Ouais. pas aimé. J'ai pas trouvé. J'ai eu très peu de bons profs, je pense, en fait. Je pense que j'en ai eu plein que ça faisait chier de faire ce métier. Et donc, voilà, qui nous disaient les maths, on ne réfléchit pas, on comprend. Les maths, c'est une tournure des. Et déjà, quelqu'un qui te parle comme ça, t'es là. Ouais, t'as pas envie. Je vais sortir de cette pièce. Donc non, j'ai pas trop aimé l'école. J'aimais certaines matières. J'aimais le français, les langues, la philo, même si j'ai eu une note nulle au bac. Mais voilà, les sciences m'ennuyaient. Et puis j'aimais pas l'obligation de l'école. Enfin, tu vois, c'est un peu cliché de dire ça, mais aujourd'hui, quand tu vois des images de gens qui font... Enfin, quand tu entends parler de l'école en Scandinavie, par exemple, Ouais. tu te dis, ah non, mais c'est ça, en fait. Et nous, on est encore là, aller faire des cours. On arrive à 8h du mat et il faut aller... faire tu vois. Alors, la Révolution française. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression que ça évolue pas beaucoup dans le sens. Ouais. Non. Puis Bah le non, sens, un on en truc. parlait beaucoup sur d'autres podcasts, le sens. Il suffit que des fois, c'est un prof qui va te dire putain, en fait, je redécouvre l'histoire ou la philo grâce à lui ou à elle. Ouais. Et d'un coup, t'as un truc, tu fais ok, ça se repose vachement sur la manière d'apporter les choses, quoi. Bah, aujourd'hui, j'ai une super amie qui est prof de maths. Ouais. Et vraiment, c'est une nana que j'adore. Et je me dis, putain, mais en fait, j'aurais adoré t'avoir en prof de maths. Et parce que j'aurais adoré m'intéresser aux maths. C'est-à-dire pas... Ouais, je me fais rire tout seul de dire que j'aurais adoré m'intéresser aux maths. Mais c'est comme l'histoire aujourd'hui. L'histoire, je trouve ça... c'est évidemment intéressant. Enfin, Ouais. tout est intéressant dans l'histoire. C'est juste que quand tu arrives à l'école et qu'on te dit alors, on va regarder cette page-là et ça va être la guerre de 1800. Enfin, Ouais. tu vois, Ouais, le Je- par cœur, le truc, par cœur, le programme. Bon voilà, donc j'ai adoré avoir des profs des fois qui m'emmenaient ailleurs. Ouais. J'ai eu un prof à Chinon que j'aimais beaucoup, qui s'appelait François de Isara, qui était un prof de français qui aujourd'hui travaille aux archives à Chinon. Ok. Et qui a fait un livre, qui avait fait un livre déjà à l'époque sur la navigation fluviale, sur la batellerie fluviale sur la Loire, D'accord. à l'époque gallo-romaine. C'était un Sujet de niche, quoi. sujet vraiment de niche. Et donc et lui, il détestait l'école et il se foutait. Et donc, il se foutait de l'enseignement, mais il avait un contact. Je Ouais. trouve, j'adorais comment il parlait de la langue et de l'histoire, de la littérature. Et donc, il nous a appris 1000 trucs. Et moi, il m'a vraiment passionné. Il m'a fait découvrir plein de livres qui sont encore des livres de chevet aujourd'hui. Ok. Et donc, c'est un des rares profs vraiment qui m'a beaucoup marqué.
Voilà, François de Isara, à Chinon. T'as eu ton bac? J'ai eu mon bac de justesse parce que je l'ai eu à Chinon, je l'ai passé en 95. Donc lycée Rabelais, du coup? Non, j'étais Ah oui. au lycée Saint-Joseph. C'est lycée privé, ça? C'est le lycée privé qui n'existe plus. Ok. C'était le seul lycée privé de Chinon. Et en fait, moi, j'avais été dans le privé avant, dans les écoles privées, catho, à en Normandie, où j'ai grandi. Et quand je suis arrivé à Chinon, mes parents, ils ne se sont pas posé la question, ils m'ont dit dans le privé, et ma sœur aussi. Puis moi, ça s'est tout de suite très mal passé avec le directeur. Et ma sœur arrive 1 an après, ça se passe très mal avec le directeur. Donc mes parents ils disent, bon, on va épargner la frangine. Donc ils la mettent à Rabelais. Ok. Elle est restée 2 semaines au lycée privé de Chinon. Et moi, j'avais été un peu le brouillon. Ils se sont dit, ouais, vas-y, tu restes jusqu'au bac. Et donc, je suis resté Ouais, toi, ah ouais. Donc je suis resté jusqu'au bac avec ce directeur qui me détestait. Et vraiment, je le lui rendais bien. Et alors, curieusement, ce lycée privé de Chinon, donc tu te dis, mais à quoi ça sert d'aller dans un lycée privé? Pour que ce lycée, à la fin de l'année, soit le lycée qui ait les plus mauvais résultats au bac en Indre-et-Loire. Et donc c'est là, c'est fou de... Donc c'était hyper C'est une marque de bizarre. fabrique particulière. C'était un lycée catholique, de quoi? Même pas. C'était privé. Saint-Joseph, Ouais, il n'y forcément, avait pas de catéchisme, tu vois, mais... J'ai jamais trop compris cette affaire, en fait, entre des lycées où tu as vraiment des cours de caté, ou alors plutôt Alors, des choses sur l'histoire de la religion. Enfin, moi, quand j'étais au collège, ou quand j'étais même en primaire, il y avait du catéchisme non obligatoire. Donc, il y avait 1 heure ou une demi-heure de caté par semaine, mais c'était non obligatoire. Et c'était pas... C'est marrant de repenser aujourd'hui au sens que ça a à l'école d'avoir une éducation religieuse. Est-ce que tu en as eu une, du coup? Ah bah oui, moi je suis de famille, ma mère est catholique et tout. Du coup, ça te sert aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Non, j'en parle beaucoup dans mon prochain spectacle parce que là j'ai commencé à jouer tout récemment les dates de mon prochain spectacle. Et je parle de ça, de mon rapport à la foi. Je dis que j'adorerais avoir la foi, mais je dis j'adorerais parce que les gens qui ont la foi, ça a l'air de les aider à aller bien. Déjà, ça leur enlève le souci de la mort parce qu'ils croient tous que ça continue après. Ouais, c'est vrai, que quand on meurt, après on retrouve tous les gens qu'on aime dans les nuages. On est à papy. Et donc, je suis là. C'est vrai que t'as l'impression que t'as pas les mêmes règles du jeu pour tout le monde, du coup. Eux, ils jouent avec un truc en plus, quoi. Donc, après, il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de la foi à l'approche de l'échéance finale. Il y a un côté opportuniste. Je comprends un peu ce truc. Mais non, là, je suis pas... Non, puis là, non, en fait, c'est pas tant la foi qui me gêne que c'est la religion. Les religions, le dogme. Alors ça, je trouve ça, les messes, les cérémonies religieuses et tout, ce tempo extrêmement lent, cet ennui. Allez dans la paix du Christ. Ça, c'est une chanson. C'est une vraie chanson. Et je me disais toujours... Je me demandais toujours à la messe comment les gens faisaient pour connaître les mélodies des chansons. Tu sais, c'était là, ils donnent juste le texte, mais tu connais pas la mélodie. Et c'était pas le tempo. Jésus arrivé à Bethléem. Mais qui connaît la mélodie? Comment vous faites pour tous connaître les mélodies de ces chansons? C'est vrai que quand t'es dans des instances religieuses, t'as pas le choix, un enterrement ou un truc. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde se recherche des yeux pour essayer de comprendre à quel moment faut balancer le mot. Ouais. C'est assez drôle. C'est un karaoké un peu, en fait. C'est un peu un karaoké, mais où chacun met son rythme à lui. Enfin, tu vois, chacun crée sa propre mélodie. Tu sais, on fait des sauts dans le temps, enfin, on va un peu dans tous les sens. Vas-y. T'as passé ton BAFA, toi, non? T'as été animateur BAFA? J'ai été animateur, mais j'avais pas le BAFA. Donc déjà animateur, c'est mal payé, mais sans le BAFA, j'étais payé. Je crois que j'avais dû toucher 2000 francs pour un mois de travail. Je fais le calcul. Ça fait 300 € pour un mois de travail. Et c'était de 8h du mat à 18h. Je m'occupais d'enfants de 6 ans. Ah ouais. Mais le soir, c'était à la Borde à jouer les tours. Donc un centre aéré en été, j'avais fait ça pendant... Et le soir, mais fin de journée à 18h, mais je me revois m'asseoir dans un canapé, mais la langue pendante, j'étais rincé, quoi. Et donc ça m'avait amusé de faire ça pendant un mois. Enfin, j'avais bien aimé. Donc ça fait un mois et t'as pas poursuivi l'aventure, quoi. Non, très vite, je me suis dit, ça va être trop fatigant, ça parle pas assez de musique. On est quand même beaucoup dans l'univers du cache-cache. Hein, c'est vrai que le jeu, ça dépend de l'âge, mais effectivement, les jeux, c'est jamais très... Bah ouais, il fallait organiser des jeux pour... Poule renard vipère. De quoi? Ouais, les poules renard vipère, des trucs comme ça, bon, voilà. Et du coup, tu as fait d'autres petits boulots? Tu disais que tu étais un peu touché à tout. Alors, j'ai le petit boulot que j'ai fait, parce que donc, alors oui, quand j'étais à Chinon, ça doit être l'été 96,
mes parents m'avaient dit, bon, ce serait bien que tu bosses un peu en été maintenant, parce que bon, nous, on va pas il faut que tu te fasses de l'argent et tout, l'été et tout. Et donc là, gros coup de bol, alors que je fais du théâtre à Chinon, enfin à Avoine, on est en train de faire une répétition à Avoine avec Bernard Breuil, là. Et là, rentrent 3 personnes pendant une répétition. Un gars d'une 60aine d'années avec un couple, un grand gars avec une grande meuf. Et donc il nous regarde répéter, puis à la fin il dit bonjour, voilà, on ne veut pas vous déranger, je suis réalisateur, je vais tourner bientôt ici. Voilà, moi dans ma tête, je suis là, attendez, écartez-vous, attendez, je suis là. Bon. Et en fait il dit, il recherche des rôles, il recherche des gens pour jouer un peu dans le film, dans le téléfilm qu'il est en train de tourner. Je passe un petit casting de rien, et puis je suis pris pour un rôle, j'ai 5 jours de tournage, payé 1000 francs par jour. Donc là, je dis à mes parents, vous voulez que j'ai un petit boulot? J'ai trouvé un boulot qui va me prendre 5 jours, je suis payé 5000 francs. Ils s'étaient dégoûtés, c'est à quoi? Donc j'ai fait, donc ça c'était tourné dans un petit village qui s'appelle Courléon, qui est au-dessus de Bourgueil. D'accord. Donc c'est un tournage, c'est un téléfilm pour France 3 qui s'appelait Capitaine Cyrano, qui se passait à la Seconde Guerre mondiale, au moment de la Libération. C'était un cool truc. Un truc d'un réalisateur qui s'appelait Maurice Felvic. Et d'ailleurs, ça avait été coécrit par Jean-Claude Carrière, qui est le scénariste de Buñuel et tout, et qui était venu un des jours de tournage. J'avais mangé avec Jean-Claude Carrière. Je savais, j'identifiais un petit peu qui c'était, mais pas encore. Tu n'avais pas encore fait la filmographie de Buñuel. Je l'ai rencontré plus tard. Okay. Et c'est un mec pour qui j'ai eu vraiment toujours énormément d'admiration. Et donc je fais ce truc-là. Mais ça me prend que 5 jours. Mes parents me disent, faut que tu bosses tout l'été. Je dis, non, mais moi, faut que je gagne un petit salaire. Donc voilà, j'ai gagné mon petit salaire, 5 jours. Et donc, ils me disent, tu vas foutre quoi le reste du temps? Et donc là, je m'inscris dans l'agence d'intérim à Chinon, avec mon meilleur pote. Et on est pris, là, l'agence nous appelle, donc je sais plus comment elle s'appelle, l'agence, tu vois, d'intérim. Et elle dit, on a du boulot dans une usine à AZ Rideau, c'est une menuiserie qui fabrique. Et donc, moi je dis, non, j'aime mieux des rôles bien payés, moi. Bon. Et donc, il m'emmène à. Et donc, j'ai fait 4 jours seulement dans cette entreprise qui s'appelait la Cibem, qui n'existe plus aujourd'hui. Tu sais, quand tu prends quand tu fais tour Chinon, tu as la cuvette d'AZ Rideau à un moment. Où tu passes au-dessus de l'Inde. Et quand tu es vraiment. Juste quand tu passes à côté de... C'est quoi, c'est l'Indre? L'Indre, je crois. Là, Je crois que c'est l'Indre. Enfin, la rivière. Ouais, la rivière d'AZ Rideau. C'est le rideau, peut-être. Et juste à côté, là, il y avait une usine. Okay. Et donc, j'arrive avec mon pote pour faire de l'intérim. Et là, le mec, il nous accueille. Il vient me voir. Il me dit, c'est facile, il faut jouer aux cartes toute la journée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une usine qui fabriquait des boîtes de camembert. Tu sais, les boîtes de camembert, genre le rustique. Ouais, ok, le truc en bois, là. Donc du bois, un peu de cagette, là. Et en fait, le mec... donc j'étais devant une chaîne, vraiment une machine à la chaîne. Et pendant 8 heures, pendant la journée, durant 8 heures, j'avais des piles de petites étiquettes pour le remboursement de ton camembert. En fait, il y avait une opération promotionnelle, tu vois. Okay, et il fallait mettre une étiquette par boîte de camembert et il en passait 2 à la seconde devant moi pendant 8 heures. Waouh, non mais l'enfer. Donc, ça va hyper vite. Donc, tu fais ça toute la journée. C'est horrible. Et puis, des fois, ça va trop vite. Et donc, il faut que tu remontes. C'est Chaplin dans l'état moderne, quoi. C'est exactement Chaplin dans l'état moderne. Ouais. Et donc, le mec, l'espèce de cynisme avec lequel il m'a dit, tiens, c'est génial, il faut jouer aux cartes toute la journée. Je suis espèce de merde. Et donc, et à la fin, il allait vérifier. Tu vois, il y avait des palettes entières de boîtes de camembert vides. Parce qu'après, c'était livré au fabricant de camembert, tu vois, où il les mettait dedans. Et le mec, il prenait des boîtes au pif. Et il vérifiait, il en prenait 10 et il vérifiait que j'avais bien mis des étiquettes dans toutes les boîtes. Mais des fois, je pense qu'il y a des mecs qui ont dû acheter des boîtes de camembert. Je mettais carrément des boîtes cellophanées. Tu vois, j'avais 50 étiquettes de camembert pour se faire rembourser. J'étais dégoûté. J'étais genre... Ah ouais, et t'as tenu combien de temps là-dedans? 4 jours. Ils m'ont rappelé un jour. Ils ont dit, il y a encore du travail la semaine prochaine. Je dis, mais non, parce que je crois que je vais être malade. Ouais. La semaine prochaine, je crois que j'ai calé d'avoir une angine. Pour gagner ce que t'as pas gagné en 5 jours. Ouais, non, c'était bien payé l'intérim. Okay. Ouais, mais bon, j'aimais mieux... C'est là tout de suite, je me suis dit, ok, vrai travail ou artiste. Je vais rester sur artiste. Avec toutes les phases de non-boulot qu'il va y avoir, artiste, de bouffer de la vache enragée, n'importe quoi. J'ai dit, ok, non, mais j'aime mieux ça.
Ouais, oui. Enfin, non, oui, voilà, je me suis dit, je veux trouver ma façon de m'exprimer. Bon, là, c'était de la figuration que je faisais, hein, c'est un tout petit Et rôle. on te voit du coup si on regarde Captain Cyrano, c'est ça? Ouais, On ouais. peut te voir à un moment? On me voit un moment, mais il est très dur à trouver, Capitaine Cyrano. Mais je l'ai en DivX. Je connais un mec qui l'avait enregistré à l'époque en vidéo, qui m'a envoyé le DivX des années plus tard. Et je pense que tu peux pas le trouver. Il est référencé. Mais tu t'es retrouvé toi dans le film? Je retrouvais mon jeu. Identifié. Tu vois, identifiable entre tous. Je me souviens de mes 2 répliques. J'avais 2 répliques. C'est oh là là, il y a Croix-Jancy qui brûle, on dirait. Première réplique. Et la deuxième, c'est je l'ai retrouvé dans notre grenier. Bravo. Voilà, franchement, je me souviens de tout mon texte. Il y avait un gros plan sur toi. Ouais. Parce que souvent, figurant, tu passes des journées de tournage, puis à la fin, tu regardes la série, tu te trouves même pas la scène. Ouais, non, mais si, j'ai quand même ces 2 lignes de dialogue. Donc c'était silhouette parlante, on appelle ça plutôt. C'est pas figurant. Mais et donc je me souviens encore de la scène que je refais plusieurs fois où je rentre dans un truc. En fait, c'est de la libération. Donc en fait, toutes les femmes du village dans la scène sont en train d'utiliser des rideaux, des trucs comme ça pour faire des drapeaux français parce qu'ils veulent accueillir les Américains, machin. Donc tu as toutes les couturières du village. Et donc moi je suis là et donc je vais retrouver un drapeau dans un grenier. La scène vraiment est sans grand intérêt. Hein. Mais donc il fallait que je rentre dans la pièce et que je dise je l'ai retrouvé dans le grenier. Et là, donc le réal était là, ok, machin et tout. Puis je me souviens des premières fois, il me fait c'est bien, ça va, super là. Je suis là, yes, je suis un bon acteur. Je l'ai bien retrouvé dans le grenier. J'ai bien cherché dans le grenier, j'ai bien retrouvé. Il y a un sujet qui nous intéresse vachement dans le podcast, c'est le statut d'intermittent. Toi, t'es intermittent, genre comment ça se passe en fait quand on. Alors t'as des cachets, ou c'est un truc qui s'arrête quoi? J'ai été longtemps intermittent. Ok. Et c'est-à-dire qu'intermittent, en fait, je pourrais l'être encore, mais je gagne ma vie correctement et j'ai pas besoin de réclamer les allocations. Tu préfères le laisser à d'autres qui en ont peut-être plus besoin. Disons, ça me semblerait fou de demander de l'argent pour les jours où je bosse pas, quoi, tu vois. Oui, ok. Mais je sais qu'il y a des mecs hyper connus qui le font. Beaucoup plus connus que moi. Pas de nom. Non. Mais j'ai entendu parler des mecs qui sont dans les plus grandes stars françaises qui touchent les allocs les jours où ils bossent pas. Bon, moi je l'ai fait par habitude longtemps parce que j'ai commencé intermittent. Ouais. Et puis il y a 4-5 ans, je me suis dit mais non, je vais arrêter. Ouais, t'en as plus besoin. J'ai arrêté, voilà. Mais j'ai été intermittent pendant très longtemps. Okay. C'est-à-dire j'ai commencé avec les feuilles jaunes, tu sais, des feuillets, c'était des petits carnets d'intermittents qu'il fallait que tu remplisses toi-même. C'était un truc, c'était beaucoup de manu. Fallait comme quand t'es demandeur d'emploi, parce que quand t'es intermittent, t'es demandeur d'emploi. Oui. Donc tu as les mêmes obligations en fait. Bah, tous les mois, il faut que tu valides, il faut que tu appelles, que tu rentres. On entend bien le cacatoès là. Ouais. Et donc, c'est tropical chez toi. Il fallait tous les mois faire ta déclaration, tu vois, de genre j'ai bossé, j'ai pas bossé. Et justement, sur France Inter, une fois, il y avait dans une de tes chroniques où tu te marrais, tu avais reçu une annonce pour devenir policier municipal de la ville de Paris. Ah oui, et du coup, c'était vrai. Genre, tu recevais vraiment ce genre d'annonce, quoi. Complètement un peu pété, parce que. Alors, j'ai dit ça, effectivement, parce qu'en fait, je recevais des offres d'emploi en tant qu'intermittent demandeur d'emploi. Et donc, du coup, ils t'envoient. Quand tu es inscrit à Pôle emploi, ils t'envoient des annonces, mais en fait, quand t'es... Déjà, moi, j'étais là, mais non, j'étais pas inscrit à Pôle emploi pour qu'ils me proposent du boulot. J'étais inscrit à Pôle emploi parce que j'étais intermittent du spectacle et qu'il fallait tous les mois valider tu vois, les heures sur lesquelles tu avais bossé et tout. Et j'avais reçu, effectivement, une annonce, j'avais reçu des propositions de boulot, mais j'étais là, ils ont dû s'en mêler les pinceaux dans les fichiers, là, parce qu'ils me proposaient... À un moment, ils peuvent plus rien te proposer, du coup, ils envoient un peu ce qu'ils ont, quoi, je pense. Ouais, mais policier municipal, et donc, je m'étais connecté. Je me souviens, c'est ça que je racontais dans la chronique. Il y avait un visio pour les entretiens d'embauche avec un colonel et tout. Je voulais juste voir l'ambiance, quoi. Mais bon, c'est que je pense que personne. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui veulent être policier municipal par choix. Et donc, c'était pas. Ça m'avait fait rire de voir le colonel qui parlait à tout le monde, mais j'étais là, bon, les gens, les autres pauvres mecs et les pauvres meufs qui sont là à écouter, ils ont pas envie d'être là non plus, je pense. Oui. T'as un personnage qui revient souvent. Enfin, en tout cas. Si je parle à quelqu'un de Thomas VDB, il va forcément avoir ce personnage que tu vois. Je sais pas si tu l'identifies comme un personnage toi, ou si c'est toi. De manière c'est moi en plus bête quoi. Mais donc c'est moi. Enfin,
disons, je me rends compte que quand j'écris, il faut que je me mette en mode un peu idiot. Ok. Et c'est les premiers trucs qui viennent. C'est comme si c'était mon idiot en moi qui prenait la parole. Et donc oui, c'est un peu, ça fait un personnage, mais c'est moi qui réfléchis de façon un peu bas du front. Enfin, tu vois. Et donc je prête une voix un peu, bah oui, bah c'est bon, c'est ça, tu vois, pour qui tout, je sais pas, cette voix, je sais pas comment on pourrait la définir, mais Oui, c'est ça, ce personnage-là, à- bah c'est tout, hein. Enfin, tu vois, Ouais, il y a un côté un peu un mec résigné, enfin en tout cas qui assume qui il est complètement, de toute façon. ouais, C'est ça. Et c'est ce personnage, finalement, depuis qu'il existe, en fait, je crois que ça a jamais aussi bien marché pour moi, si j'ose dire, que quand j'ai vraiment trouvé ce personnage. Que depuis que j'ai vraiment trouvé ce personnage. On l'a senti venir petit à petit en fait, je pense. Ouais. Enfin moi j'ai vu plusieurs de tes spectacles, on le voyait un petit peu, ou alors même dans des rôles que tu pouvais avoir, je crois que c'est dans Santa d'Alain Chabat où t'apparais à un moment Ouais, et t'as un truc un peu loufoque, où on sent il y a un truc qui arrive petit à petit, Oui, bah, mais il n'est pas arrivé d'un coup, tu l'as construit au fur et à mesure quoi. oui, je l'ai trouvé en travaillant avec Mathieu Madénian. Quand vous faisiez votre duo Quand on faisait notre duo, c'est là vraiment que j'ai trouvé ce perso de moi un peu gamin au début. Alors je suis passé par plein de registres de voix et tout ça, au point que même sur pas mal des vidéos que j'ai fait avec Mathieu Madénian, avec qui on s'est éclaté pendant plusieurs années à travailler ensemble. Mais il y a des sketchs qu'on a tournés que j'ai du mal à regarder aujourd'hui, alors que je les trouvais hyper bien dans la mécanique et tout, dans le timing. Mais j'ai du mal à les regarder parce que je trouvais que je donnais une voix à ce personnage qui était vraiment presque trop cartoonesque et exagéré. Et j'ai appris, on va dire, un peu à le nuancer, ce personnage. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a un moment dans les vidéos avec Mathieu, bah je parlais comme ça, quoi. Et donc au bout d'un moment, c'était devenu systématique. Et donc quand je la vois, je dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette voix que je fais ? Et donc, je me suis dit que... Et donc voilà, je l'ai nuancé et il revient dans mes spectacles, il revient dans Chat VDB que je fais à Nova, il revient dans pas mal des choses que je fais. Mais justement, j'allais dire, donc ta chat VDB c'est toutes les semaines, enfin c'est même plusieurs fois, voilà. Ou c'est une fois par C'est une semaine. fois par semaine, Ouais. c'est ça, dans la matinale. Ouais. Il y a Nova, en plus avec la dernière de temps en temps. Ouais. Enfin, t'es quand même vachement sollicité pour écrire. Est-ce que comment tu le gères ça ? Est-ce que tu arrives à toujours être, à te trouver bon ? Est-ce que des fois tu fais bon bah là en fait, Alors déjà, les chroniques à la dernière, donc déjà avant que ce créneau horaire ne passe à Nova, il était à Inter, tu sais, l'année où Oui. l'émission était devenue le Grand Dimanche Soir. tout à fait. Et donc, Oui, en fait, Guillaume Meurice a repris un peu la formule plus ou moins sur le dimanche, quoi. Oui, il a fait son émission du dimanche. Ouais. Et sauf que moi, dès qu'à Inter, ils avaient dit on va passer le dimanche soir, je leur avais dit bon, moi vous allez plus me voir ou beaucoup moins, parce que moi le week-end je suis en tournée, donc je reviens dimanche midi chez moi. Et là, s'il faut que le dimanche, tu vois, déjà je vois pas mes enfants le week-end, donc s'il faut que je reste à Paris quand je reviens de tourner, qu'il faut que je reste le dimanche pour aller le dimanche soir jusqu'à 20h à la radio, je vais revenir ici à 22h et je vais jamais voir mes enfants. Donc je leur avais dit, bon ben moi ça va être compliqué pour moi le dimanche soir. Et c'est la raison pour laquelle, même à Nova, je leur ai dit, je vais pas pouvoir y être tout le temps. Et dans un sens, ça me va bien parce que des chroniques, j'en ai fait beaucoup. J'en ai pas fait autant que Guillaume, par exemple. Qui en faisait 3 ou 4 par semaine quand il était inter. Mais moi, je me suis rendu compte que si j'en fais qu'une par mois, j'ai le temps de plus la soigner, de bien choisir mon sujet et donc de mieux en soigner l'écriture, que si je dois le faire toutes les semaines, ce que j'ai fait beaucoup, le piège à chaque fois, c'est de me dire putain, mais là, je n'ai rien à dire. Enfin, il n'y a aucun sujet qui m'inspire. Ça. Et comme la difficulté, c'est de trouver le sujet et sur lequel... En fait, ouais, la difficulté qui en est de moins en moins une maintenant, parce que avec l'expérience, t'es meilleur pour trouver tout de suite ce qu'est un bon sujet. Voilà, je peux, en y allant une fois par mois seulement, je peux choisir le sujet, je me dis, ça, et puis en fait, une fois que tu as trouvé ton sujet, tu remplis les cases, en fait, tu vois. Chat VDB, c'est moins de boulot, parce que déjà, je peux le faire d'ici.
Oui, c'est souvent chez toi que tu tournes. Enfin, Je le fais chez moi. tu tournes chez toi. Et Avec ton téléphone, du coup avec mon téléphone. C'est avec ton En fait, téléphone. non, j'en fais d'abord une version enregistrée pour la radio avec un micro, qui est broadcast, enfin tu vois, radiophonique. Et puis, donc j'écris le truc, je l'enregistre pour la radio. Et une fois que j'envoie les sons pour la radio, ça c'est pour les sons radio. D'accord. Et ensuite, je les refais en vidéo. Ah, donc ce qu'on entend sur Radio Nova le C'est matin, c'est pas exactement C'est pas la même version que celle que ok. tu vois en vidéo. Ouais. D'accord. Mais c'est le même texte. Ok. Et donc ça me prend, on va dire, en tout, une journée de boulot entre l'écriture, l'enregistrement et puis le petit truc. Ouais, une journée, ouais, en prenant mon temps. D'accord. Et donc aujourd'hui, par exemple, sur la dernière, c'est quoi? Ils t'invitent de temps en temps ou c'est toi qui choisis quand t'es en rendu? Bah ouais, on cale les dates en amont avec Ramzi qui est le réalisateur de l'émission, et donc il me dit, tu vois, quand on est en janvier, il me dit bon bah alors pour les prochains mois, il me dit est-ce que tu peux le 14 février, est-ce que tu peux le 12 mars et avril. D'accord. Donc on me cale mes dates longtemps en avance Et donc du coup, ta compagne Audrey Vernon qu'on a croisée tout à l'heure, du coup, elle fait pareil, mais du coup, vous partagez un peu les dates, quoi. on se partage les dates, les enfants. Vous n'allez pas en même temps ensemble, quoi. Non, pas parce arrivé, que non, parce que ben voilà, tu vois, Ouais, on a famille, nos enfants tout ça, ici, quoi. voilà. Ouais. Ok. Dans Fiascorama, donc ton livre, que je remets là, et que j'ai... Alors, je l'ai pas fini. En fait, Ah, je mais suis je vois, aussi mais atteint de Tsundoku. tu ne l'as que commencé. Non, en fait, j'en suis... Non, mais non, j'ai il y a pas... droit, il y a droit. C'est toi qui parlais de Tsundoku. Ouais, mais grave. Ouais. Grave, Tsundoku, ouais. Bah oui, je suis toujours atteint de cette maladie. Tu peux nous rappeler cette maladie? Bah, c'est d'acheter des livres et de dire oh putain, mais ce livre, mais il paraît que c'est génial et tout. Putain, et puis t'arrives chez toi, oh là là, attends. Bon, je verrai plus tard. Je vais d'abord aller regarder les vidéos du chien qui fait du skate. Et t'empiles les bouquins. Et t'empiles les bouquins. Et puis en plus, ma meuf en a marre de voir des bouquins non lus dans la maison. Donc dès qu'elle voit des nouveaux livres, elle les monte direct au 2e étage. Parce que t'as aussi ce truc matérialiste du bouquin, comme pour le disque. Genre, t'aimes bien les garder? Ouais. Mais C'est j'achète... l'objet, quoi. L'objet culturel. Ouais. Mais je déteste ce travers chez moi. Ah ouais? Ah, t'arrives ouais. pas à le... Ah, j'ai honte de ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien que j'admire tant que quelqu'un qui lit tout le temps, mais qui prend les livres à la bibliothèque et qui les rend et qui les garde pas comme des espèces de, Ouais, on est d'accord. de trophées, tu vois. Parce que les bibliothèques de livres que tu as lus, tu vois, ça j'ai lu. En fait, je défends aussi l'industrie du bouquin, comme ça, en les achetant. Je me dis, tiens, c'est ce que je me dis, moi, pour essayer de me calmer. Je dis, j'en ai plein, mais allez, j'ai participé à l'édition. J'en lis. Ah, bah, Mais c'est vrai que j'en lis moins que j'en achète. Ça, c'est sûr. Ok, et donc dans Fiascorama, tu rappelles un peu tous tes échecs. Enfin, tu fais un peu une compilation de tous tes échecs. Et en lisant, en partie, je me suis demandé, est-ce que finalement l'échec, c'est pas ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un? Alors, il y a échec et échec. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un. Par contre, ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un, c'est d'être capable de ne pas s'accabler d'un échec et de ne pas perdre confiance à cause d'un échec. C'est-à-dire que des échecs, on en vit tous, et donc c'est se préparer psychologiquement. Mais bon, voilà, je sais pas combien il y a de citations sur les échecs. Si tu vas dans Internet, enfin tu vois, genre l'échec te construit et tout. Et donc je voulais pas faire un truc moralisateur là-dessus, parce que d'ailleurs. Il y a plein de citations sur les échecs qui veulent dire un truc genre ouais, t'as raté là, mais tu vas y arriver la prochaine fois. Moi, je veux dire, t'as raté là, mais la fois d'après, tu vas peut-être rater. Et celle d'après aussi. Et peut-être pendant 14 fois, tu vas rater. Et peut-être qu'à la 15e aussi. Mais peut-être que tu seras amusé pendant ces 14 échecs. Enfin, je veux dire... En tout cas, c'est quelque chose de positif. Non, mais disons que là, je ne mets pas la réussite... Je pense pas que la réussite rende aussi heureux qu'on veuille bien le croire. Parce que déjà, elle est trop plaquée sur la réussite financière. Et donc, si l'argent, donc les mathématiques, deviennent le seul prisme au travers duquel tu puisses lire la réussite de quelqu'un, c'est hyper... Je vais pas dire c'est hyper facile, mais je veux dire, il suffit d'ajouter. Tu vois, c'est comme des fois j'entends parler d'un mec, tu vois, qui ouvre un resto, il ouvre un resto, ah c'est bien, ça marche ton resto, c'est cool. Et le mec il me dit ouais putain, je vais en ouvrir un autre. Je suis ah ben non, mais t'en as un, t'es ouf ou quoi? Il dit ouais, on va en ouvrir un autre. Je suis mais t'es ouf, t'as un resto. Fais ton resto, t'es pas obligé de t'étendre. Et donc je pense que la volonté d'accumuler des succès peut te précipiter dans l'échec.
Ouais. Et je pense que vouloir trop à chaque fois, ça c'est une erreur. Je pense que fais juste assez. Fais juste assez pour ce qui va te rendre heureux. T'as pas besoin. Enfin bon. Fais-le pour toi, quoi, avant tout, et pas pour une injonction. Oui, voilà. Non mais toujours aller je faire comprends plus. pas ce truc de l'idée de t'as un resto. Vite, il marche bien, faut en ouvrir un autre. Mais tu ne vas plus avoir de vie, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. Et comme c'était l'aboutissement, la réussite finalement, c'est de ne plus avoir de vie en fait. Il y a un truc comme ça. Ah, tu le vois d'ailleurs. De toute façon, dans ce qu'on prône comme exemple de réussite, c'est souvent la ça. réussite, ça a fait exister une maladie qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans, qui s'appelle le burn-out. Et donc voilà, je pense que le boulot et cette injonction à la réussite rend plein de gens fous. Enfin, j'en suis persuadé. Vraiment, et donc, d'exemples tous les jours, effectivement. Et donc je me méfie vachement de l'ambition. Je me méfie vachement de ces trucs-là. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'ambition du tout, mais il faut la mesurer, il faut y aller doucement. Enfin voilà, parce que je pense que sinon c'est se rendre malheureux que de vouloir avoir trop de rêves, de réussite et tout. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais été dans la compétition. J'ai vraiment un problème avec la compétition. Alors je sais que faire du sport c'est bien, mais la compète tout le temps à tout prix, les résultats, les classements et tout ça, c'est un truc qui me fait peur, duquel je me suis toujours tenu hyper éloigné. Est-ce que tu as été, ou tu es peut-être encore, atteint du syndrome de l'imposteur? C'est quand même un truc qui est présent, enfin, chez beaucoup. Oui, complètement. Tout confondu, et toi? Ben oui, mais en fait, je me souhaite de le garder. Alors, pareil, parce que le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il peut te paralyser. Donc, s'il te paralyse, c'est pas bien. Mais je pense que si le syndrome de l'imposteur, c'est garder une sorte de fraîcheur et d'innocence par rapport aux choses que tu fais, et que tu te dises que rien n'est jamais gagné, et que, en fait, même quand je suis sur un tournage de film, je me dis, je m'amuse toujours d'imaginer le gamin que j'étais, qui se dit putain mais c'est ouf que je sois là. Donc j'essaye de toujours me rappeler un peu la chance que j'ai de pouvoir faire ce que je fais. Une forme d'humilité, quoi. Même sur mes spectacles, tu vois, des spectacles que j'écris, que je vais jouer, quand il y a du monde, je me dis jamais que c'est gagné, quoi. Et donc, alors je sais pas si ça fait partie du syndrome de l'imposteur de se dire que c'est jamais gagné, mais en tout cas, je pense que le contraire du syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui a ultra confiance en lui. Et ça, je me méfie de l'ultra confiance en... Ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une question de dosage, quoi. Entre l'ambition, etc., tout est bon, mais justement dosé, quoi. Bah ouais, je pense qu'il faut garder de la fraîcheur tout le temps. Et puis, il faut se méfier des abus de confiance en soi. Parce que c'est bien d'avoir... c'est pas bien d'avoir pas du tout confiance en soi, mais trop confiance en soi, c'est pas bien pour les autres, c'est pas... T'as encore un trac, toi, quand tu montes sur scène, ou justement avant de tourner, ou est-ce que c'est un truc que t'as réussi à mettre de côté? Alors écoute, je sais que Sarah Bernard disait, tu connais cette phrase où en fait il y a une comédienne... Alors je connais Sarah Bernard, enfin pas personnellement, mais je l'ai connue, elle était là il y a 2 jours. Sarah Bernard, il y a une histoire où en fait il y a une comédienne une jeune comédienne qui est dans la loge de Sarah Bernard, ils vont monter sur scène et la jeune elle dit... à Sarah Bernard, elle dit moi je m'en fous, j'ai pas le trac. Et donc Sarah Bernard lui dit vous en faites pas, ça vient avec le talent. Et donc cette phrase est très drôle. Mais alors j'ai un peu honte de dire que maintenant je suis plus trop traqueux. Et donc c'est à dire que même là, donc avant je disais j'ai le trac quand je crée un nouveau spectacle et que je vais le jouer les premières fois. Oui, parce que t'as la peur de dire est-ce que je suis juste, est-ce que ça va marcher, est-ce que voilà. Et tout. Ouais. Mais alors donc j'ai un peu honte de dire ce truc qui sonne plein de confiance en soi, comme je viens de le dire. Après, mais là, je viens de lancer mon nouveau spectacle, donc je l'ai joué 5 fois pour le moment. Okay. Et même la toute première fois que je l'ai joué en Bretagne il y a un mois, j'étais hyper content d'y aller. J'étais hyper chaud d'y aller, mais j'étais pas du tout traqueux. Et il n'y a pas un côté superstition, du coup, en disant putain, j'ai pas eu le trac ce coup-ci, il va m'arriver un truc? Ça, moi, je ressens ça un peu des fois, où tu te dis, allez, si je suis trop sûr de moi, je vais me planter. Oui, je peux avoir des trucs comme ça, mais... Non, mais je veux pas y aller en étant méga sûr de moi, mais par contre, le fait est que j'y vais en n'étant pas du tout paralysé par le trac, parce que le trac te fait perdre un peu tes moyens quand même en général. Oui.
Et moi, j'avoue que là, je suis très étonné sur les dernières représentations d'avoir constaté que j'étais pas du tout traqueux. C'est la maturité, ça y est. Bah écoute, je sais pas si c'est la maturité, certainement que l'expérience. Disons que je pense que je suis moins mauvais qu'avant pour écrire un spectacle. Que je te dis, voilà, l'expérience m'a apporté de pouvoir être capable d'identifier, selon moi, ce qui est une bonne idée tout de suite. Donc je me rends compte que là, j'étais très heureux de voir que le spectacle que j'ai écrit nouveau là, bah, dès la première, il a hyper bien marché. Donc je me dis, ah cool, Ouais, en fait, tu commences à te connaître aussi. je commence à me connaître un peu, et donc j'ai 49 ans, donc il est temps à un moment. Mais bon, voilà, donc à un moment, à 49 ans, t'as vu le track. Donc, C'est quoi tes influences? C'est peut-être question bateau qu'on doit te poser, mais enfin, toutes confondues, genre bouquins, séries, musique, films. bah, les trucs qui m'ont fait rire, enfant, jusqu'à. Donc c'était De Funès et après Desproges, Les Nuls, Les Inconnus, et puis après j'ai découvert le théâtre de rue. Et en théâtre de rue, j'ai rencontré et côtoyé des artistes qui m'ont vraiment vrillé la tête. Donc je pense, je te dis non, comme Fred Touche, Stéphane Filloc, qui sont des artistes de théâtre de rue que j'ai rencontrés il y a longtemps et qui vraiment m'ont scotché. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Stanislas Hilleret, avec qui j'ai travaillé à Chinon, Rodolphe Coutouis, qui est mon pote, Arnaud Aymar, qui est à Tours. Voilà, il y a plein de compagnies que j'ai vues voilà, en théâtre de rue. Et puis après, j'ai découvert le stand-up anglo-saxon, donc anglais, américain, donc plein d'artistes, tu vois, Louis C.K., enfin voilà, des noms que beaucoup de gens connaissent. Donc j'ai pas mal fouillé la comédie, dont Woody Allen à la base c'est une de mes idoles. Et puis aujourd'hui, je sais pas si on peut parler d'influence vraiment, mais certainement qu'un truc qui m'influence, c'est la qualité extrêmement croissante, je trouve, de la comédie en France et du stand-up et de l'humour, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'humoristes, donc il y en a des bons, des pas bons, il y a ceux qui me font marrer, ceux qui me font pas marrer. Mais ceux ou celles qui me font marrer aujourd'hui, je trouve qu'ils sont de plus en plus drôles, de plus en plus brillants, et donc c'est peut-être pas une influence directement artistique, mais c'est une influence en ça que leur niveau est tellement de plus en plus bon que ça stimule. Et donc en ça stimule à être bon soi-même, et donc ça m'influence. Mais sinon en France, t'es comme porté par un espèce d'élan collectif un peu. Ouais. T'as l'impression qu'il faut être à la hauteur de tous les autres qu'il y a, et donc il y en a beaucoup aujourd'hui, des gens très drôles en justement, France. cette gestion, enfin c'est pas de la concurrence, mais est-ce que du coup, toi, comment t'envisages ta carrière, et surtout, est-ce qu'il y a peur que ça s'arrête un jour? Bien sûr, mais oui, enfin la peur. Ouais, je sais pas si l'humour, le métier de faire de l'humour et tout, c'est un métier dans lequel on vieillit bien, tu vois. Il y a plein de contre-exemples, il y a plein de bons exemples aussi. Mais... Bah, si tu veux, j'ai pas l'impression de... Si je regarde par exemple il y a 15 ans, il y a 20 ans quand je commençais ce métier, quels étaient les comiques de 50 ans qui me faisaient rire? Et tu vois, je me dis... Bon, aujourd'hui, Louis C.K. il continue de me faire rire. Et il a 55, 60, il est pas loin de 60 ans, je pense. De Funès, ça a commencé tard et il a été drôle sur sa fin de vie, en fait. Voilà. Donc, oui. Mais les quelques contre-exemples, je suis d'accord, il n'y en a peut-être pas tant que ça au final. Plutôt à l'inverse, tu prends des humoristes qui étaient, alors on va pas donner de nom pour pas, mais des humoristes qui étaient drôles au début de leur carrière, il y en a beaucoup qui vieillissent mal, effectivement. Ben oui, donc ça, la peur que ça s'arrête, c'est la peur de plus avoir envie de dire des trucs. Et c'est pour ça que je pense que le m'éparpiller entre la scène, les livres et tout machin, ça me permet de maintenir plusieurs flammes allumées quand même. Ouais, et de pouvoir toujours rebondir sur... Il y en a peut-être une qui va s'éteindre ou deux, ben il y en a une troisième voilà, que je vais avoir envie. T'as déjà fait de la musique? Alors, ouais. Enfin, oui, si, t'avais un groupe, j'avais entendu ça, t'avais un groupe étant plus jeune. À Chinon, ouais. Il n'y avait pas un histoire de Viagra, non, Libido. Libido, ah non. Non, Viagra Boy, c'est un groupe de punk que j'adore. Ok, oui, tout à fait. Qui est actuel. Ouais. Mais oui, j'étais dans un groupe qui s'appelle Libido, et un autre groupe dont je suis fan, c'est les New Pornographers. Et donc on se dit, mais il a un problème, quoi. C'est pour ça que tu as Viagra, j'étais pas loin. Ouais. Et alors, écoute... Ça existe toujours? Non, ça existe plus. L'album existe quelque part. Il y a des morceaux qui étaient enregistrés. Il y a une compilation qui s'appelle Du rock chinorien qui doit être dans... C'est le nom d'un festival, ça aussi. C'est le nom du festival. C'est le nom du festival. C'est le nom du festival. Ouais. Mais cette compile, elle doit exister en CD dans plusieurs maisons à Chinon aujourd'hui encore, je pense. Il y a plusieurs personnes qui l'ont. Moi, je l'ai là-haut.
Et en fait, je remonte un groupe, figure-toi, là, en plus. Trop bien. Avec des potes de Tours. Et on joue le 31 mai à Tours. Ouais. On y sera. Et le groupe s'appelle Super Sobre. Ok. Et c'est des potes de Radio Béton? Non, pas que c'est de ce milieu-là, quoi. Ouais. Okay. Donc des très vieux amis à moi. Ok. Chacha, Jérémy et Mathieu. Donc Mathieu Choplin, Stéphane Charras et Jérémy Johnson. Et on a monté un groupe qui s'appelle Super Sobre. Et donc on joue le 31 mai à Tours. Et on rejoue à Orléans au mois de septembre. Enfin, on a 8 morceaux à peu près là. C'est pas du tout comique. Ok. C'est quel style? C'est punk. Et c'est punk électro un peu. Et voilà. Et donc, s'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas, c'était de monter un groupe à 49 ans. Et donc, j'ai fait écouter à un autre pote en plus, il me dit, qui est musicien. Et c'est marrant parce que je fais écouter ça à un mec qui était. C'est le régisseur Pierre-Emmanuel Barré. Et il était dans un groupe de métal il y a 25 ans. Et c'est un mec que j'ai interviewé quand j'étais dans mon journal de rock il y a 25-30 ans. Et donc du coup, aujourd'hui, il se fout de ma gueule. Il me dit, mais tu montes ton groupe, toi, maintenant? Et puis donc je lui ai fait écouter. Il me dit, putain, mais c'est hyper bien. Il me dit, attends, mais 49 ans. Il me dit, mais c'est la démo de la maturité. Je dis, ça y est, c'est la démo de la maturité. Je te posais la question de si tu avais peur que ça s'arrête, mais toi, tu te verrais faire ce métier toute ta vie? Ouais, tant que j'y arrive, ouais. Je suis tombé sur les vidéos depuis 2-3 ans là sur Instagram, il y a plein de l'algorithme, donc quand tu regardes des comiques, ils te proposent d'autres comiques. Je sais plus le nom de ce comique, Andy quelque chose, un Américain, qui doit avoir 70 ans. Et il a une tête de vieux, quoi, tu vois, tu vois qu'il a pas 50 ans, il a pas 60 ans, il est un peu tassé, quoi. Et il fait du stand-up. Mais il est hyper drôle. Et donc j'ai appris que donc je me suis encardé, j'ai dit mais c'est qui ce mec? Il est pas arrivé dans le circuit là, parce que c'est hyper bien écrit, tu te dis il fait du stand-up depuis longtemps. Et je me demande si je n'ai pas l'image, il parle pas de Dieu et c'est pas lui qui explique... Écoute, j'ai pas vu un spectacle entier, mais c'est plein de vidéos. Et il parle beaucoup de la vieillesse, mais même de la sénilité. Mais c'est vraiment hyper drôle. Je crois que c'est Andy Huggins, un truc comme ça. Et ce mec, il a commencé, j'ai vu, en faisant des recherches sur lui, j'ai vu qu'il a commencé avec Bill Hicks. Bill Hicks, qui était un immense stand-upper américain qui est mort dans les années 80, mais qui était un des successeurs de Lenny Bruce, enfin tu vois vraiment un des stand-uppers américains les plus influents sur tout le monde aujourd'hui. Il y en a plein qui reconnaissent Bill Hicks comme un des meilleurs. Et donc j'ai vu que ce vieux là, il a commencé à l'époque. Et donc je me dis mais c'est fou de garder la flamme à 70 ans et de monter sur scène dans des comedy clubs pour faire des 5-10 minutes marrantes. Et donc voilà, je trouve ça hyper beau quoi. Et tout à l'heure on parlait de la scolarité et tout. C'est quoi ton plus vieux souvenir d'école? Un marquant? Alors, mon plus vieux souvenir d'école, c'est pas à Chinon, c'est à eux, hein, évidemment. Et écoute, je crois que c'est en maternelle. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie que je me suis battu. On te voit pas te battre du tout. Ah non, j'ai arrêté. J'ai dit, ce sera la dernière fois, c'est tout. Je m'étais battu avec un mec qui s'appelait David. Je sais plus pourquoi, mais ça devait vraiment être une bagarre de chiffonnier nulle, hein, tu vois. Genre, je me souviens qu'on avait fini par terre, comme ça. Et voilà, truc que tu fais plus maintenant. non, avec ma sciatique. Quand tu te bats, c'est pas du tout aussi drôle, quoi. Non. Donc ça, je crois que c'est un de mes plus vieux souvenirs d'école. Et c'est marrant parce que j'ai fait de l'escrime un peu plus tard. Pendant quelques années, je fais de l'escrime, mais parce que mon frère en faisait. Je sais pas. En fait, j'ai jamais participé à aucun sport par passion. Je le faisais parce qu'on me disait, faut faire du sport. Hein. Donc ça, c'est l'injonction des parents. Il faut faire du sport. Faut faire du sport. Et donc j'étais dans un club. Mais donc j'étais là, ouais, je veux bien. Mais il me disait, ouais, il y a compète. Je disais, ah non, mais pas compète. Je veux pas aller à la compète. Et donc je faisais des compètes. Mais donc comme je sais pas, parce que j'ai écrit des trucs sur le sport, mais bon, finalement. Je quand je l'ai fini. Non, mais je vais les enlever. C'est pas dedans. Mais j'ai fait plein de trucs où il y avait. On allait dans des compètes le dimanche, tu vois. Il y a le père d'un pote qui faisait des scrims qui nous emmenait en bagnole. Allez, faut aller à Évreux. Et donc, je suis allé dans un gymnase avec des mecs qui vont encore. Et je finissais 19e sur 20, mais tout le temps, 19e, 20, dernier ou avant-dernier, tout le temps. Mais voilà, en fait, donc, je me souviens quand j'étais aussi un autre truc, c'est que quand j'ai fait
quand j'étais dans la boîte il y a longtemps où j'étais journaliste de musique, j'étais dans un groupe de presse et un jour il y a un responsable du groupe de presse qui dit ouais, ce soir je vous emmène tous au karting, on fait un truc de karting, on a loué un karting et tout le monde va faire, et donc avec les copains des journalistes de musique et tout, on se dit ouais cool, on va faire du karting, j'ai jamais fait du karting moi. Et donc on arrive là-bas et donc il dit allez on fait une course, je dis oh, on fait une course. Je dis ah bah non, je vais pas le faire. C'est quand même le truc. Alors moi, le truc, dès qu'il y a un classement, je me barre. Ouais, je suis d'accord. Et donc, et surtout que là, j'ai fini avant-dernier. Bah, ça sans surprise. Mais en plus, j'avais une sensation de vitesse de ouf. Je dis, oh putain, je trace. Puis après, à la fin, j'apprends que je suis avant-dernier. Et après moi, c'était la dame du courrier. Je suis, et donc, ce mec avec qui je me suis battu quand j'étais en maternelle, un jour, je me retrouve à l'escrime en face de lui, et donc c'était aux éliminations directes. Donc première fois que je gagne des poules et je suis sélectionné pour aller, je vais jusqu'aux éliminations, je me dis putain, je vais peut-être aller en quart de finale, et les huitièmes, je sais pas quoi. Élimination directe, c'était en 6 points, et là je mène 5-0. Donc là, sous mon casque d'escrimeur, je suis oh là 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 là. Et David, le mec avec qui je m'étais battu en maternelle, là, il remonte tous les points, il me bat 6-5. On dirait, tu sais, les films, tu sais, où t'as justement le héros qui à la fin arrive à inverser la tendance et c'était toi le méchant. Du coup, j'étais allé pleurer. Ouais. Donc ça fait partie des trucs de compète. Pareil, un souvenir aussi au lycée. Quand j'étais à Chinon, il y avait les collégiens il y avait les gars du collège qui venaient manger à la cantine dans le lycée. Donc ils arrivaient en groupe et tout. Et donc moi j'étais en seconde. Et puis un jour, je sais pas, j'ai une espèce de combat de coq de ta gueule, toi, avec un mec qui s'est foutu de ma gueule, un collégien, il me dit ouais, t'es beau. Il me fait t'es beau, je vais arrête ta gueule et tout machin, et puis genre on est ouais c'est bien, ouais c'est bien. Donc je me dis bon c'est un teubel et tout. Et puis à ce moment-là je me suis inscrit dans un club de ping-pong à Chinon. Parce que le ping-pong ça j'adore. Ah, okay. Bon voilà c'est. Mais pas complète. Pas là particulièrement, écoute bien. Parce qu'un jour on me dit ouais il y a une rencontre amicale. C'était à la Chapelle-sur-Loire, un truc comme ça. Donc un vendredi soir on arrive là-bas. Moi j'arrive, mais j'étais vraiment nouveau dans le club et je pensais que j'étais bon parce que je battais mes frères à côté du barbecue dans le jardin. Mais là j'arrive en club et là ils disent ouais une rencontre à la Chapelle-sur-Loire, et là j'arrive et là je tombe nez à nez avec le mec avec qui un mois plus tôt là, on s'est fait t'es où, c'est bien. Et donc je fais salut. Et il fait salut. Et là écoute bien, genre on dit allez on y va, ouais ok. Et là, le mec, il serre, et là, je renvoie la balle, hop, et je me... elle est cassée la balle. Elle dit non, c'est parce qu'il met des effets. Je dis, non, on fait sans effet, s'il te plaît. Excuse-moi pour l'autre jour, on fait sans effet, d'accord. Et le mec, il me met mes 21-4. Et je le revois à la fin me faire, ouais, merci. Je suis merci à toi. Ah mais le niveau de la honte mon pote, aïe aïe aïe. Donc ça c'est des trucs, en fait c'est des moments, en fait c'est horrible sur le coup. Échecs. Hein, on est encore sur les échecs. Ça c'est pas là-dedans mais. Non mais on est encore sur les échecs. On est encore sur les échecs, mais ça c'est des trucs, en fait parce que je trouve que les histoires de succès et tout, elles se ressemblent un peu toutes, et donc je dis pas ça, c'est genre, j'ai pas adoré vivre ce moment, mais j'adore que ce soit un souvenir comme ça me fait tellement rire. L'avantage des échecs, c'est que forcément t'en gardes un truc plus intéressant. Je trouve. Alors ça veut pas dire, ouais, plantez-vous, faites de la merde, mais bon, au final, voilà, j'ai réussi à faire un livre avec ça. Je switch de question en question, mais c'est quoi la partie la plus chiante de ton travail aujourd'hui ? La partie la plus chiante de mon travail, c'est pas un métier chiant, hein. Moi j'adore mon boulot. Ah non, bah si, en fait la partie la plus chiante de mon boulot, c'est les moments où je dois me mettre à bosser. C'est-à-dire qu'en fait j'adore mon boulot, mais il faut toujours le moment où je dois me sortir les doigts pour m'y mettre. C'est comme, tu vois, même sur scène, j'adore être sur scène, mais entre le moment où j'ai fini ma balance, parce que j'arrive 2 heures avant pour faire un check son et tout machin, et le moment où je dois monter sur scène, mais alors là, je suis là, vas-y on annule. Tu vois, c'est-à-dire que chaque seconde compte 1 heure, et donc les temps d'attente, ça c'est les temps d'attente. Et dans le tournage, dans le cinéma, il y en a énormément. Dans le cinéma, il y en a beaucoup. Pire. Alors après, bon, je fais pas ma vie, je passe pas ma vie à faire du cinéma, mais ouais, sur un plateau de cinéma, il y a beaucoup de moments où t'attends. Okay. Mais sinon, j'aime assez tout ce que je fais dans mon boulot quand même. Mais du coup, je pense que ça, c'est un luxe aujourd'hui, c'est de ne faire que des choses que j'aime. Et puis si, la partie la plus chiante, c'est comme je suis quelqu'un qui sait pas dire non, je me retrouve, je m'engage dans des trucs, et donc c'est plutôt gérer l'organisation. Ça, c'est la partie où je suis
Et j'ai pas progressé, je suis encore très incompétent en organisation et je me retrouve à devoir annuler des trucs et changer. Je t'ai dit que c'était possible. En fait, c'est pas possible. Et les mecs sont là, quoi? Mais on t'attend là, je suis là, non, désolé. Ah, c'est horrible, enfin, tu vois des trucs horribles. T'as des tocs dans ton boulot? Des tocs ou des espèces de superstitions, des trucs qui te reviennent souvent? Non, pas vraiment. Des tocs, non. À un moment, j'étais persuadé que, écoutez, à un moment, il y a longtemps, je m'étais dit, ah putain, quand j'écoute Good Old Fashioned Loverboy de Queen, juste avant de jouer, la représentation est toujours mieux. Ah voilà, truc complètement con. Et un jour, j'ai dû bider après l'avoir entendu, je me suis dit, ah non, il n'y a pas de rapport en fait. Écoute Thomas, il y aurait eu plein d'autres questions que j'aurais pu te poser. Ouais. Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée que tu aurais voulu que je te souhaite, que je te pose? Non, je pensais qu'on parlerait plus de Chinon, mais c'est pas grave du tout, mais de mon lien à Chinon. Et c'est marrant parce que Chinon, donc j'adore y retourner et en même temps j'ai plus du tout de contact là-bas. C'est-à-dire que tous mes potes de l'époque n'y sont plus et donc en fait avant il y a 20 ans je marchais dans Chinon, j'étais machin ça va hey, Joe machin et tout. Et là je marche dans Chinon mais je ne connais plus personne. Où tu sens qu'il y a une génération qui est passée ou alors il y a des choses qui sont passées. Tu vois là, tu vois j'ai bientôt 50 ans, oui, donc oui c'est quand même. Il y a des choix de vie, ce serait hyper bizarre de reconnaître. Mais du coup t'as des rituels quand tu vas à Chinon justement? Genre, t'as genre le bar ou les trucs, ouais, trucs non, ouais, j'adore aller marcher sur les bords de Vienne et de Loire. Enfin, vraiment, en fait, c'est fou parce que je te disais, quand je suis arrivé adolescent à Chinon, en fait, j'en voulais à mes parents d'avoir déménagé. Je disais, mais non, Et en fait, très vite, j'ai trouvé mes marques là-bas. Et puis, quand je retourne des fois en Touraine, notamment au printemps, j'ai des moments je trouve que la région, tu vois, le matin, les bords de Loire, les bords de Vienne, je suis là, waouh. Cette brume là qui est souvent. Putain, c'est tellement fabuleux. Je trouve ça vraiment. Ouais, donc ça fait partie de toi, quoi. Il te reste encore un gros. Ah truc, ouais. J'adore vraiment les bords de Vienne, les bords de Loire. Il y a vraiment un truc qui est une saveur nostalgique. Bon, moi, je suis quelqu'un de très nostalgique et donc. Tu vois, j'ai des flashs des fois. Je me souviens, quand j'étais gamin, je partais donc j'étais à Beaumont-Véran en pleine campagne. Et donc le matin, j'allais prendre le bus. Et donc sur la route de Savigny-en-Véron, donc fallait que je descende et que je traverse la route, tu vois. Donc je descendais une partie du Véron à pied. Et donc quand il est 7h30 du mat en été, et que je m'en rendais pas compte, mais du coup, ça m'est arrivé de revivre des matins tôt à Chinon, en bord de Vienne et tout. Je suis là, ouais, mais c'est tellement beau, c'est tellement fabuleux. Et donc, ouais, j'adore cette région. J'adore. Ouais. Quand tu y retournes, c'est plutôt en mode coupure, détente maintenant. T'es moins sollicité que tu pouvais l'être avant? Sollicité. Enfin, genre, t'as tes potes ou alors non, tu vas sur tour, ouais, j'ai moins de potes à Chinon aujourd'hui. Donc, non, les dernières fois, je suis allé voir François de Isara, mon ancien prof de français qui bosse aux archives à Chinon. Ok. Et. Et puis, non, j'ai pas trop de rituels. Si, je fais le coteau au Saint-Radegonde, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est magnifique aussi. C'est trop bien, c'est vraiment, c'est vraiment. Je crois que c'est un des premiers endroits que j'ai visité en allant à Chinon. C'est sublime. Et j'ai même pu faire Saint-Radegonde pendant une journée du patrimoine. C'est assez dingue, quoi. Tu rentres dans les troglodytes et descendre à l'intérieur de la chapelle, quoi. Ah ouais, ok. Et je crois que c'est, enfin, moi quand j'y suis allé, c'était coup de bol, journée du patrimoine au mois de septembre, et bam, c'était ouvert. Mais ils l'ouvrent là pendant la saison d'été. C'est hallucinant. Là, on se croit dans Indiana Jones sur le coup. Tu vois. Là, t'as l'impression que tu as trouvé le Graal en bas, quoi. Wow. C'est assez dingue. Non, j'étais pas rentré dans Saint-Radegonde. Ouais, mais voilà, le château de Chinon. Pleine saison, tu peux, ouais. Tu sais, j'avais fait un spectacle au château de Chinon il y a longtemps, où j'étais. C'était un espèce de spectacle reconstitution. Mais c'était assez malin. Hein. C'est un guide du château de Chinon, un mec qui bossait pour la DRAC et tout, qui avait monté ce truc-là. Et en fait, c'était des visites nocturnes du château de Chinon. Donc les gens arrivaient et en fait direct ils s'étaient mis dans les geôles et moi j'étais un moine qui leur faisait visiter, donc on passait de pièce en pièce, on allait dans les caves et tout, et en fait il y avait des gardes, donc des mecs déguisés en gardes médiévaux, tu vois, et donc il y avait toute une mise, donc les gens étaient un peu acteurs d'un truc, mais et donc je suis retourné au château de Chinon l'année dernière et donc c'était drôle de voir de revoir ce décor qui était le décor de... ça n'a pas changé, hein, mais tu vois, de revoir le... D'ailleurs, si, ils ont refait des trucs
ils ont reconstitué quelques trucs. Mais donc voilà, j'ai des souvenirs aussi d'été au château de Chinon où j'avais participé à ces animations nocturnes. Ok, donc tu as fait de l'animation aussi à cet endroit-là. Enfin, C'était vraiment du théâtre en fait, mais je dis animation parce qu'en fait c'était un théâtre dont les spectateurs sont les héros. En fait, si tu veux. Populaire, quoi, en fait. Du théâtre populaire, si tu veux. Ouais. Tiens, moi, je t'ai ramené un truc. Attends, je sors de là, mais hop, faut te ramener du Chinon aussi. Ouais. À boire avec cool. Modération, évidemment. Mais, là là, c'est une belle bouteille. Voilà, je t'ai ramené ça. Génial. Tu pourras repenser à Chinon prochainement. C'est trop gentil. Ouais, vendange 2017, mais attends, c'est une. Tu me diras. Putain, c'est gentil. J'ai récupéré ma cave ça. Perso. Ça vient de ta cave perso? Ouais, mais j'en ai plusieurs comme ça, donc j'avais misé sur l'avenir. Waouh, merci beaucoup. Avec plaisir, cool. S'il n'est pas bon, tu me diras. Écoute, non, mais je pense que il m'inspire là. Bah écoute, merci beaucoup encore, un grand merci de nous avoir reçus chez toi. Et du coup, nous, on clôture la saison 1 des Blockcasts. Et donc, on se retrouve, je regarde ici, on se retrouve au mois de septembre, enfin après l'été, pour une nouvelle saison qui risque d'être un peu différente. Et moi, je reviendrai vous voir au bloc. Et ben en mois de juillet, on sera là-bas, on sera vers juillet que tu passes. Je vais passer en juillet, c'est sûr. On se tient au courant. Bah merci beaucoup Thomas et à très bientôt. C'est cool. Le Blockcast, vous pouvez vous abonner à la chaîne Le Bloc TV et activer la cloche. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager.